Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, on s'intéresse à la littérature jeunesse principalement. Deux invités sont avec nous. Elodie D, elle est auteure et illustratrice pour enfants. 9 livres à son actif, une aventure née quelque peu par hasard qu'elle va nous raconter aujourd'hui. À ses côtés, Jean-Claude Claudel, les livres c'est aussi son rayon puisqu'il est vice-président des éditions du Pourquoi pas. Plus de 10 ans d'existence pour cette maison d'édition indépendante, une 60aine de livres édités et surtout des passionnés pour faire vivre cette association. Focus pendant 26 minutes sur la littérature jeunesse et tout ce qui l'entoure. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Merci d'être avec nous. Elodie, je le disais il y a quelques instants, l'aventure de l'écriture, de l'illustration, ou tout du moins celle de l'édition, est née un petit peu par hasard. Expliquez-nous comment ça a débuté cette aventure pour vous. Ça a débuté, j'avais des enfants qui étaient petits à l'époque, j'allais à la médiathèque chercher des livres, je trouvais que certains étaient très jolis, d'autres moins, et je me suis dit à un moment, mais pourquoi pas, moi je peux aussi en faire, mais de façon personnelle. Donc j'ai commencé à faire des petits dessins que je comptais relier, faire une histoire et que ça soit un petit cadeau pour ma famille, pour Noël, et c'est tout. Donc le premier livre que j'ai fait, je l'ai fait le premier sur Internet, sur une plateforme pour faire des livres. Et après, je suis allée voir un éditeur. Non, pas un éditeur. Un imprimeur. Et je lui ai demandé comment on faisait pour faire un livre. Donc, elle m'a dit, vous pouvez très bien le faire vous-même, auto-éditer. Et puis, pourquoi pas en faire non pas 5, 6, mais en faire beaucoup plus pour les vendre, parce que c'était sympa ce que j'avais fait et qu'elle trouvait qu'il y avait possibilité de vendre ça. Donc ça m'est tombé dessus par hasard. Voilà, au départ, c'était vraiment pour l'entourage proche, pour faire plaisir finalement à votre famille. Et puis, c'est tout. Et depuis 8 autres. Voilà, depuis 8 autres. Donc depuis 2016, j'en fais à peu près un par an. Et j'ai j'ai mes fidèles qui me suivent tous les ans et qui attendent la nouveauté qui arrive. Voilà. On va y revenir pendant toute l'émission. Jean-Claude, les éditions du Pourquoi pas, c'est le fruit d'une collaboration avec l'ESAL et la Ligue de l'enseignement, déjà il y a 11 ans maintenant. 11 ans. Expliquez-nous sur les débuts. Les débuts, on était tous militants de la Ligue de l'enseignement, ceux qui l'ont créé. Et puis on avait un manifeste qui avait été créé par la Ligue de l'enseignement national et qui était à diffuser dans toutes nos associations, qui s'appelait Faire Société. Ce manifeste-là, très bien, il nous convenait bien en termes politiques, je dirais, très clair. Et puis, on ne savait pas comment le vulgariser. Donc, on a proposé à une classe de l'ESAL de nous trouver, de travailler toute l'année sur cette vulgarisation. Et ils nous ont sorti des jeux de cartes, des jeux, des tas de possibilités, dont des petits livres. 4 petits livres, alors très petits, à quelques pages, et qui parlaient d'un élément de faire société, du vivre ensemble. Et puis, on les a trouvés très beaux. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourra en faire ? Et puis... dans une discussion un peu informelle entre 2 ou 3 personnes, le directeur de l'ESAL, Étienne Théry, Alain Claude et d'autres, et si on faisait une maison d'édition ? Alors, pourquoi pas ? C'était pas ça, le titre ne vient pas de là. Mais pourquoi pas ? Il faut dire qu'on venait à la Ligue de l'enseignement des Vosges, on était vraiment déjà, à l'époque, avec Gérard David notamment, on était déjà très proche de la littérature de jeunesse, en accueillant des auteurs, en faisant des ateliers d'écriture, en faisant le salon de Contrexéville, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. Donc ce salon-là, c'était Alain Claude qui l'avait mis en place. Donc on était dans l'édition jeunesse déjà depuis longtemps sans être éditeur. Alors quelles étaient les ambitions dès le départ pour cette maison d'édition lorsqu'elle a été créée ? Il y avait l'ambition de diffuser, les valeurs du faire société de la Ligue de l'enseignement. C'était vraiment le point de départ. Point de départ, c'est ça. Et puis de diffuser aussi toute la qualité artistique des élèves de l'École supérieure d'art de Lorraine à Épinal. Ça aussi, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur dès le départ et qui n'a pas changé depuis. On est toujours resté sur les illustrateurs, viennent toujours de l'ESAL. Elodie, vous êtes en auto-édition, vous éditez vous-même vos livres. Jamais vous n'avez essayé d'envoyer vos livres à une maison d'édition jeunesse. Alors il y en existe un sacré nombre en France, on est très, très riche. Non, vous préférez pour l'instant ? Non. Vous n'avez jamais tenté ce pari ? Je n'ai jamais tenté pour 2 raisons. On va dire la première, c'est que je ne sais pas comment ça marche, une maison d'édition. Je ne sais pas trop comment. Voilà. Et la deuxième, c'est que j'ai envie de rester libre. J'aime bien ce côté liberté où je peux faire ce que j'ai envie, au moment où j'en ai envie, et sur un thème dont j'ai envie. Et c'est vraiment en fonction de comme ça vient, comme ça.
pour rester libre. Pour rester maître complètement pour rester maître de de mon œuvre, si on veut, pour pas que ça soit transformé, parce que j'ai envie à chaque fois que ça reste comme je l'avais vraiment pensé. Jean-Claude, est-ce qu'on perd sa liberté quand on rejoint une maison d'édition ? Absolument pas, parce qu'au contraire... C'est important d'expliquer alors nous, on est tellement libres qu'on est sous la forme associative. C'est ça. C'est-à-dire que notre forme associative, et qui se maintient toujours, on n'a toujours pas de personnes qui nous dirigent. Nous sommes une association de plus d'une quinzaine de personnes aujourd'hui, qui se réunit régulièrement. On fait les choix des textes, on fait les choix des illustrateurs, on fait le choix du format du livre. Quand vous regardez, vous voyez, les formats de livres, c'est ça, c'est aussi bien celui-ci. Donc on fait les choix, et en toute liberté, et en toute démocratie entre nous. Donc non, on ne perd pas du tout notre liberté. Alors là, si le jour où on la perd, on arrête. Mais il y a peut-être certaines maisons d'édition, ce que veut dire Élodie, c'est qui formatent peut-être un peu ou qui ont des attentes très particulières sur certains auteurs. Ça, c'est possible dans d'autres maisons d'édition. Mais nous, on a des attentes particulières à la maison d'édition. C'est-à-dire que les auteurs qui viennent chez nous, il faut qu'elles rentrent dans notre ligne éditoriale, bien entendu. Elle n'est pas anodine, notre ligne éditoriale. C'est le vivre ensemble, c'est le faire société, repose sur les valeurs républicaines, etc. C'est vraiment liberté, égalité, fraternité, la laïcité. C'est très important pour nous. On vient de la Ligue de l'enseignement. Donc, c'est sûr qu'il y a des auteurs qui ne seraient pas à l'aise chez nous, et puis ils ne viennent pas. On a plus de 300 textes par an. C'est ça, oui. On reçoit plus de 300 textes par an, on édite 6, 7, 8 livres quand ça va bien. Il y a forcément des livres, des textes qui ne sont pas édités. Et c'est normal, c'est bien, c'est la pluralité, tout le monde a... Oui, c'est ça, il en faut pour tout le monde. Puis, il faut dire que le milieu de la littérature jeunesse en France est quand même très très riche. Il faut se faire une place. C'est pas forcément évident de se faire une place dans le monde de la littérature jeunesse. Aujourd'hui, on voit le nombre de livres qui sortent chaque année. En 2023, 65 millions de livres jeunesse se sont vendus en France. C'est des chiffres qui sont quand même assez colossaux. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Et quand on fait les salons, par exemple, pour le plus grand salon en France, qui est le salon de littérature de jeunesse de Montreuil, qui se déroule début décembre chaque année, nous on le fait depuis le début, voire avant. C'est la production est extraordinaire. Et les livres sont plus beaux les uns que les autres. Alors, c'est dans toute la francophonie, parce qu'on a les Québécois qui font de très beaux livres, les Belges qui font de très beaux livres. Donc, et en France, il y a une pléthore de petites maisons d'édition et de plus grandes, bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment... c'est à la foison, quoi. Mais c'est très bien pour les enfants. Ah oui, c'est un accès à la lecture qui est très, très important. Élodie, à qui s'adressent vos livres ? Alors, on est sur le très, très jeune public, le jeune public ? Alors, le assez jeune public, oui, pour les histoires du soir que les parents, la maman, le papa vont pouvoir raconter aux enfants qui ne savent encore pas lire. Donc, à partir de 2-3 ans, à partir du moment où les enfants vont être à l'écoute, et jusqu'aux premières lectures, parce que ce sont des textes... il n'y a pas une énorme lecture à chaque fois, donc c'est vraiment pour les premières lectures, jusqu'au CP, CE1 éventuellement. Mais après, j'ai des parents et même des enfants qui continuent à me les acheter même après, car comme ils aiment bien mes histoires, même s'ils ont grandi, ils continuent. Ils veulent avoir la collection complète, donc ils achètent la suite. Où vous puisez l'inspiration ? Alors ça, c'est sur ça vient de façon non réfléchie. C'est une idée, c'est une phrase qu'on m'a dite, c'est quelque chose que je vois. C'est vraiment très, très, très aléatoire et je ne sais pas comment ça vient vraiment. On va me dire quelque chose et je vais trouver une idée et en 2 jours, j'écris une histoire. Par contre, si j'ai un thème sur lequel je veux écrire, là... C'est plus compliqué, ça bloque. Là, ça sèche, là, complètement, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait eu un déclic. Est-ce qu'il y a un livre qui se détache, un livre qui vous a marqué plus qu'un autre sur ceux que vous avez écrits par rapport à une anecdote, une histoire particulière ? Ou est-ce qu'ils ont tous... Non, mais ils ont tous une raison d'être, hein, ils ont tous une petite part de moi. Le deuxième, celui-ci, c'était pour mon fils. Après, ma fille m'a dit, maman, fais-moi-en un. Après, mes enfants m'ont dit, t'en fais un sur papa. Voilà, et après, sur les couleurs que j'adore les couleurs. Après, celui-ci, c'est sur une crotte de nez, parce que ça fait rire les crottes de nez. Celui-ci, ça arrivait par hasard aussi. C'était parce qu'il a un disque, un CD audio en plus dedans. Et c'était fait en collaboration avec mon professeur de musique, Pierre Nguyen, qui est également compositeur. Donc, il m'a dit, mais Élodie, ça te dirait pas de faire un livre audio ? J'ai dit, pourquoi pas, allez hop, on y va. Donc voilà, celui-là. Là, c'est parce qu'à la maison, j'ai plein de poules et c'est un peu une histoire vraie. Et puis ça, c'est le poisson rouge, c'est pour les personnes un petit peu poisson rouge, amnésiques, voilà. Et donc ils ont tous une raison d'être
Donc ils racontent tous quelque chose de différent, il n'y a pas de fil conducteur. Non, il n'y a pas les mêmes personnages qui reviennent, il n'y a pas de fil conducteur, il y en a qui vont être plus écrits façon poème, il y en a qui vont être plus écrits façon prose, texte, il y en a qui auront un petit peu plus de lecture, d'autres moins. C'est vraiment c'est comme ça vient. C'est comme ça que ça marche. Bah, oui. Qu'est-ce que vous attendez de vos livres, ou en tout cas, qu'est-ce que vous espérez voir dans les yeux des lecteurs qui prennent vos livres, qui lisent vos livres? Déjà qu'ils lisent, plutôt que d'aller sur des écrans. Pour moi, la lecture, c'est quelque chose de très, très, très important. Moi, j'adore les mots, j'adore l'écriture, je trouve que dans les mots, on arrive à tout décrire. Donc, si j'arrive déjà à faire que des enfants se mettent à lire, aiment lire grâce à mes livres, quand les parents arrivent et qu'ils me disent votre livre, tous les soirs, il veut celui-là. Moi, je me dis, même si je suis en auto-édition, je ne vends pas des quantités astronomiques de livres, mais si de temps en temps, j'ai 10 personnes qui me disent ce livre-là, c'est le préféré, ça me suffit. C'est gagné. C'est gagné. On parlait de l'importance de la lecture du soir. C'est comme ça aussi que ça commence, Jean-Claude, cet intérêt pour la lecture. Et c'est ce qui fait des lecteurs peut-être après plus tard. La lecture du soir, oui, mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi l'école. Et l'école, dès le début, dès que les enfants apprennent à lire, c'est très bien qu'ils aient des livres autres que le livre d'apprentissage de la lecture. Et dans une histoire, nous, on insiste sur la qualité de la langue utilisée. On fait très attention à ça. Alors c'est peut-être notre qualité de vieil instinct de l'ancien temps qui fait qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Donc on veut de belles histoires, bien écrites, bien racontées. Et nous, en plus, on a le thème qui est notre ligne éditoriale dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Alors c'est peut-être moins des histoires à lire le soir, quoique parce qu'il y a toujours la tradition de l'histoire, c'est-à-dire qu'on présente les personnages, il se passe des choses, puis il y a une conclusion, traditionnellement. Donc, ce n'est pas gênant. Mais c'est vrai que c'est des histoires que l'on peut peut-être plus facilement lire à l'école. Maintenant, dans les collèges, on a vraiment... on travaille beaucoup avec les collèges aussi, de plus en plus, parce qu'on a créé une collection qui s'appelle Faire Humanité, qui est celle-ci. Et cette collection-là, comme Faire Société, elle est originale, parce que nos livres, ils ont un côté, mais ils en ont un deuxième. On a 2 livres, 2 histoires en un. Ils sont recto verso, tête bêche, on dit comme on veut. Et chaque fois, ils traitent du même thème, sous 2 histoires différentes. Des histoires différentes. C'est une approche différente. Parce que oui, on parle de la littérature jeunesse, on a tendance à parler des livres vraiment enfants, mais la littérature jeunesse, ça va jusqu'à des grands enfants quand même, Jean-Claude. Ouais, nous, ça va jusqu'aux adultes aujourd'hui, c'est clair. On est toujours dans la littérature de jeunesse parce qu'on travaille comme ça, mais c'est clair que les derniers sortis, par exemple Fraîcheur sur les haïkus, qui est un livre de Thierry Casal, qui est une perle. On a déjà des commentaires qui sont dithyrambiques sur ce livre-là. C'est le plus récent. C'est celui qui vient de sortir. C'est une petite collection qui est sous ce format-là. C'est le 3e. Et là, c'est vrai que ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux enfants parce que c'est de la poésie pure. Mais ça s'adresse aussi aux adultes, justement parce que c'est de la poésie pure. Et le dernier, l'avant-dernier qui est sorti. Alors, l'avant-dernier, Alice et le séquoia géant. Voilà, il est dans le ton bleu, celui-ci. Alors, c'est une proposition qui nous a été faite d'un auteur qui n'était pas chez nous. On a été séduits par la relation entre la petite fille et le séquoia. Alors, c'est une histoire qui a été créée par un auteur dans une résidence. Ouais. C'est-à-dire dans un centre de vacances. C'est assez original. Il était dans un centre de vacances où il écrivait avec les enfants de la Ligue de l'enseignement de l'Ardèche. Et donc, voilà, ce livre-là, sa vie, et maintenant, il commence à être... Il est là, il est chez nous, il vient d'arriver, et on va le mettre en vente. On parlait de l'importance de la littérature jeunesse et l'importance de lire. Je vous propose qu'on regarde un reportage. On va se replonger 1 an en arrière à l'occasion de la finale départementale des champions de la lecture. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. Evie était la digne fille de sa mère, habituée au turpitude de la nuit. Qu'il y ait des yeux jaunes luisants, des crânes éclairés aux chandelles ou la foudre, Evie n'avait pas peur. Peur de rien. Sauf lorsque son pied... Ils sont montés sur scène récemment à la bibliothèque multimédia d'Épinal, des élèves de CM1 ou de CM2 venus de toutes les Vosges. Souvent désignés par leur classe, ils ont participé au concours Les Petits Champions de la Lecture, proposé par le syndicat national de l'édition. Épinal accueillait l'épreuve départementale. Chaque enfant a lu un texte pendant 3 minutes devant le public. Mathéa avait choisi un extrait du Chat assassin, tout comme Mathias.
Je me suis dit que c'était une bonne idée de le rapporter à la maison. Parce que je le trouvais rigolo et j'ai vraiment aimé quand je l'avais lu la première fois. Oui, j'ai mis le ton, c'était pour gagner, j'ai voulu gagner. J'ai voulu vraiment gagner. Le jury pluridisciplinaire devait départager les jeunes lecteurs, évaluant technique et posture, mais surtout leur capacité à transmettre des émotions. Ce qui va les départager, ça va être l'expressivité, le fait de pouvoir passer le message au public et de sortir un petit peu de la lecture. Moi, j'ai l'oreille bionique là, sur la technique articulatoire, hein, sur les pauses, sur les respirations, les intonations. Et moi, je leur tire le chapeau parce que c'est quelque chose que j'aurais pas fait à leur âge. Voilà. Et puis dans le choix des textes aussi. Et le choix du texte, justement, un passage du roman Les Talons Noirs, plus exigeant que la moyenne, aura permis à Louis de l'emporter. Je fais de l'équitation, j'aime beaucoup les chevaux, et puis c'est ma passion. C'est vrai que c'est un enfant qui lit énormément et je trouve que ce concours lui a permis de montrer qu'il aimait ça et c'est plutôt pas mal. Je lui ai appris à lire il y a quelques années déjà, mais voilà, je suis contente de voir son parcours parce qu'il réussit brillamment. C'est sûr qu'un élève qui a appris à lire et qui a envie de lire en primaire, je pense que c'est acquis pour le reste de la scolarité et même de sa vie future. Acquis pour le reste de la scolarité, est-ce que vous partagez, Jean-Claude? Est-ce que si on a le goût de lire dès le plus jeune âge, derrière, c'est gagné? Je ne sais pas. Là, je n'oserais pas trop m'avancer là-dessus. C'est bien de l'avoir fait. Si dès le début, si au CP, voire en maternelle, moi j'ai des petits-enfants, mes petits-enfants, il y a des livres à la maison, ils les prennent, ils les lisent ou ils ne lisent pas, ils les regardent, ils les retournent, bon, peu importe. Donc très vite, s'habituer à la présence du livre, le fait de les feuilleter, de trouver de l'image, de trouver du texte. Quand il sait lire, on commence à regarder un petit peu plus dans le détail. C'est très bien. Maintenant, est-ce que ça va continuer ensuite? Là, faut être prudent parce que les sollicitations sont multiples. Hein. C'est ça, Élodie, vous parliez des écrans tout à l'heure qui font peut-être défaut. Aujourd'hui, c'est vrai que il faut garder cet objet livre qui est important pour les enfants. Oui, moi je sais que j'ai eu des enfants qui n'ont pas été du tout perturbés par les écrans, qui étaient toujours plongés dans les livres. C'en était même des fois qu'il fallait les gronder pour qu'ils sortent des livres. Donc pour moi, c'est quelque chose de très beau. Et même ma fille maintenant de 12 ans commence à écrire aussi des histoires, des romans. Donc moi je me dis, c'est magnifique pour moi. C'est une bonne chose, hein. La lecture, on sait que ça apporte en général que du positif. Alors ça passe aussi peut-être par des événements. On va voir des images de Zinc Grenadine notamment. C'est une manifestation qui est importante, qui donne aussi envie, le goût de la lecture. On connaît l'importance des salons aujourd'hui pour les maisons d'édition, mais aussi pour les auteurs. Jean-Claude, c'est important. Ah oui, c'est très important. C'est la rencontre directe avec le lecteur. Là, vraiment... Le lecteur est là, nous on est là, l'auteur est là, l'illustrateur, l'illustratrice, ils sont là aussi, tout le monde est là. Et vraiment, c'est fondamental, les salons. Zinc Grenadine est un exemple. Bien sûr, parce qu'il est bientôt dans 3 semaines à Épinal, donc forcément. Voilà, c'est vraiment l'exemple à voir partout en France, je veux dire, parce qu'il y a un travail qui est fait en amont aussi. C'est-à-dire pendant une semaine, il y a des auteurs, des illustrateurs qui sont dans les écoles, dans les collèges de tous les départements des Vosges, voire de la Meurthe-et-Moselle aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça, c'est important. Parce que l'auteur et l'illustrateur, c'est plus un anonyme. C'est plus un nom comme ça sur un livre. On voit qui c'est. On voit que c'est une dame, on voit que c'est un monsieur, on voit que c'est un grand-père, c'est une grand-mère, c'est une maman. C'est complètement différent. Et les enfants sont très sensibles à ça. On s'approprie le livre un peu plus en découvrant finalement qui est derrière. Moi, je crois, oui. C'est comme nous, même nous, les illustrateurs. Enfin, les éditeurs, pardon. Les éditeurs, oui. Illustrateurs, non, surtout pas moi. Les éditeurs, c'est important aussi parce que... Nous, on va dans les collèges, on raconte comment se fait un livre. Se faire un livre, c'est difficile à imaginer qu'il faut presque 1 an pour faire un livre, quoi. Avant que, quand on a choisi le texte, au moment où on le reçoit dans le boîte aux lettres, quoi. C'est fou, hein. C'est important de montrer tout l'enfer du décor. Élodie, des salons, des festivals, est-ce que vous en faites? Dites-nous tout. Oui, de façon ponctuelle. Je fais des salons, des petits salons du livre, je fais des marchés d'artisans, des choses comme ça. Là, prochainement, je serai à Zinc Grenadine, justement. Je ferai un salon également Mirabellir en Côte d'Or au mois de mai. Et je vais même aller en Belgique également le week-end de la Pentecôte. C'est un grand festival, ça s'appelle le Festival de Tontegrange,
qui regroupe des artistes, des artisans, des spectacles, des ateliers. Donc je vais faire un atelier dessin également, où je vais faire un pas à pas pour montrer aux enfants comment on dessine. La culture au sens large. Oui, au sens large, pour pas s'arrêter qu'au livre, parce que j'aime bien aller même un petit peu plus loin que le livre. On va en parler dans quelques instants. C'est une période chargée pour le monde du livre généralement. Il y a beaucoup de salons, la foire de Bologne notamment, le salon de Bruxelles également. Vous êtes un peu partout, comment vous faites comment on sélectionne? On est une quinzaine de bénévoles. Donc ces bénévoles-là, on a des propositions, on nous souhaite sur ces salons. Donc on répond aux invitations en fonction de nos disponibilités. Moi, on irait pour beaucoup, oui, c'est vrai. Pour nous, c'est vraiment... ça fait partie de notre vie d'éditeur. Je conçois qu'un éditeur professionnel, il ne peut pas être partout. Nous, on a la chance d'avoir 4-5 équipes de 2 qui peuvent se déplacer sur le département. Alain est à Noyon, moi je vais bientôt à la Chaumont, à Sainte-Grenadine on sera plusieurs, on va être aussi une semaine à Bruxelles, mais tout ça aussi, il ne faut pas l'oublier, quelquefois dans les grands salons là, comme Montreuil ou Bruxelles, c'est quand même aussi la région du Grand Est qui nous permet d'y être. Et je crois que c'est important de le signaler parce que on n'aurait pas les moyens de tous les faire financièrement, ça serait trop lourd. C'est un stand où les éditeurs de la région Grand Est sont réunis. Il y a une dizaine d'éditeurs, par exemple Bruxelles, c'est ça, Montreuil, c'est ça. Même si Montreuil, depuis 2 ans, on avait notre propre stand. C'était le Graal pour nous. Ça reviendra. Oui. De votre côté, Élodie, quelles vont être les prochaines choses? Alors on voit que vous faites pas que des livres, non. Toujours cet univers coloré. Vous mettez aussi en avant finalement vos talents d'illustratrice sur d'autres supports, c'est ça? Oui, j'arrive pas à m'arrêter uniquement au dessin pour les livres et à l'écriture. J'aime bien aussi toucher la matière. Donc ça, c'est mes petits pâtes à plumes. Ce sont des oiseaux faits en papier mâché, donc que je fais moi-même, juste avec du journal, quelques morceaux de bois et puis de la peinture, voilà. Vous laissez libre cours à votre imagination. Oui, voilà, je les laisse. Ils ont tous des expressions différentes. Voilà. Et puis, je peins également des tableaux, pareil, toujours dans le côté très enfance, très coloré. Et puis, voilà. Et puis, je vais même bientôt, je pense... je sais pas que je pense. Je vais très bientôt sortir le jeu de société, donc pour le printemps. Avec mes dessins qui seront dessus. Donc je vais reprendre des jeux simples, des memories, le jeu des échelles, mais avec des petites illustrations que j'aurais faites moi. Voilà. D'accord, donc à suivre là d'ici quelques semaines. Oui, normalement pour Sainte-Grenadine, il devrait y en avoir au moins un. Donc, memory ou jeu d'échecs, c'est ça, vous dites Jeu des échelles. Des échelles, oui, d'accord. Des échelles. C'est les échecs avec les échelles. Des échelles, d'accord, ok. Des jeux accessibles à tous, en tout cas. Voilà, à tous les âges aussi, à partir de 2-3 ans, pareil, à partir du moment où on peut commencer à jouer. Et en essayant de faire des jeux justement qui soient évolutifs, qu'on puisse jouer différemment avec les cartes en fonction de l'âge qu'on a. D'accord. Jean-Claude, les prochains projets, les prochaines envies, continuer comme ça? Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, alors pas de jeu, ok. Mais on aime bien quand même jouer aussi. Non, nous on a une planification, aujourd'hui on est en 2024, pratiquement 2025 est complet. C'est-à-dire qu'on reçoit toujours autant de textes. On a toujours autant de difficultés à choisir parce que les textes sont souvent très beaux. Et pour beaucoup, connaissant bien notre maison d'édition, il faut reconnaître qu'en France, on est maintenant, on sait qui sont les éditions du Pourquoi pas. Donc les auteurs, j'allais dire presque tous les grands auteurs de littérature de jeunesse aujourd'hui nous envoient des textes. On ne peut pas tous les prendre parce qu'on n'a pas les moyens humains, matériels, et puis c'est pas notre philosophie de devenir une grande maison d'édition. On devient une maison d'édition importante qui a son caractère. Et on continuera à faire des livres qui sont dans ce caractère-là. Toujours répondre à votre ligne éditoriale, rester dans ce que vous avez au départ. C'est pas la peine d'essayer de faire comme d'autres font. Je vois ma voisine qui fait des choses superbes pour les enfants. Nous, on ne fait pas ça. Oui, il en faut pour eux. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc nous, on va rester là-dessus. On va continuer à étoffer notre collection qui c'est Pourquoi pas la Terre, là, sur l'environnement. Celle-ci, par exemple, c'est Départ en vacances. C'est le choix d'une famille qui est bien enquiquinée parce qu'elle ne sait pas quel moyen de locomotion prendre pour partir en vacances. Donc on est complètement dans l'environnement. On finit par bannir la voiture, l'avion, etc. pour choisir le moyen le plus facile pour une famille pour aller loin, qui est le train. Et voilà, vous voyez, on va continuer à travailler sur ça. Je vous disais tout à l'heure, cette collection-là qui va dans les collèges et qui commence à avoir vraiment beaucoup d'intérêt pour beaucoup de gens.
Voilà, et puis nos albums, comme Toujours continuer sur le même. Plus beaux les uns que les autres. Écoutez, bonne continuation à tous les deux. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.